Salut, je suis Enzo Colucci et tu écoutes la 5e et dernière saison de Phoenix, l'échec mention très bien, le podcast qui démystifie la peur de l'échec. Depuis janvier 2020, un mardi sur deux, je pars à la rencontre de personnes du quotidien pour qu'elles viennent témoigner d'un tournant de leur vie. J'essaie de traiter tous les sujets possibles. Peine de cœur, burn-out, échec sportif, maladie, échec scolaire, surendettement. Pour vraiment montrer que l'échec, c'est pas juste professionnel. Et ce qui est sûr, c'est qu'avec les guerrières et les guerriers que j'ai reçus, je peux t'affirmer que l'échec, c'est jamais une fin en soi. L'adversité est une source de motivation incomparable si on a les armes pour l'affronter. Alors ce que je te propose, c'est de trouver ces armes qui nous manquent à travers le partage d'expériences de personnes qui ont vu leur vie prendre un tournant inattendu, mais qui ont su en tirer le meilleur. J'espère que ça va te motiver. Hello et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien. Aujourd'hui c'est particulier, je suis dans les bureaux de Cosa Vostra, c'est moi qui suis de l'autre côté du micro et j'accueille Mathieu Stéphanie. Salut Enzo, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, très bien. C'est ouf d'être dans l'autre sens là, à force de t'écouter je me dis putain c'est moi qui lui parle bordel. On va quand même commencer par le truc classique, c'est est-ce que tu peux te présenter, même s'il y en a qui peut-être te connaissent pas du coup. Écoute, il y a encore plein de gens qui me connaissent pas, fort heureusement, ça me laisse encore du boulot, tu vois. Je suis Mathieu Stéphanie, je suis entrepreneur, je me définis comme entrepreneur récidiviste parce que c'est vraiment un truc que je récidive maintes fois dans chaque année presque. Depuis 2005, je suis papa de 3 enfants, heureux mari d'une charmante épouse, et voilà, je suis une sorte d'aventurier du business, je pense, dans lequel je m'épanouis pour plein de raisons, mais surtout pour le fait de me libérer de pas mal de choses en fait, et de me dire tiens, si j'ai envie de faire un truc, je le fais quoi. Et ça, je trouve ça assez cool. Ah, c'est plutôt très très cool même, on est d'accord, ouais. Avant qu'on commence, Mathieu, et qu'on parle aujourd'hui du coup de ce que tu as traversé, petit rituel au départ, est-ce que tu peux nous donner ta vision ou ta définition de l'échec ? Comment est-ce que c'est connoté comment chez toi du coup cette notion-là ? Écoute, ça a évolué au cours de ma vie, mais ça a toujours été un truc très présent en moi. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé tester des choses, donc échouer. Et donc je me suis jamais arrêté là-dessus. Donc je crois que j'essaie de transmettre ce goût à mes enfants, mais évidemment, j'aime pas perdre, tu vois. Je crois que c'est assez naturel, mais en fait, j'ai toujours passé plein de permis, j'ai toujours appris des nouveaux sports, des nouvelles choses, et en fait, quand tu passes là-dedans, tu te rends compte que assez vite, très tôt dans ton parcours, que quand tu découvres un nouveau sport, t'es pas fort tout de suite en fait, et tous les autres sont meilleurs que toi et ils te maravent et que toi tu prends des claques, et puis à un moment tu deviens meilleur que certains, puis meilleur que d'autres, puis après tu essaies d'être en haut de ta catégorie, tu vois, et donc ça fait partie d'un parcours. Et moi, comme je suis dans la découverte, l'échec c'est un truc pas toujours agréable, mais nécessaire, et en fait mais pas si désagréable que ça, en fait. Tu vois, il y a un côté masochiste probablement, mais je veux dire, une fois que j'ai validé un game, tu vois, et que je suis arrivé et que j'ai compris le truc, je veux passer à un autre game, quoi. Tu vois, j'ai plus envie de... tu vois, tu vas te challenger. Même dans une entreprise, tu vois, moi, je suis fort dans le 0 to 1. Ce que j'aime, c'est lancer des projets, voilà. Et puis une fois qu'ils commencent pas à ronronner, mais qu'on a compris le modèle, que ça tourne et que il faut les scaler, les organiser, les processiser. C'est pas mon job, ouais. J'ai pas de plaisir. Tu vois, je trouve peu de plaisir dans le process, et pourtant j'en connais la nécessité, le besoin, et plus que l'importance. Donc voilà. Donc là, je sais aussi m'éclipser. Trop stylé. Et ouais, on en parlait un petit peu avant en off, t'as fait beaucoup de hockey sur glace à très haut niveau. Et donc c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai reçu des sportifs ou des anciens sportifs, on a quand même ce goût à l'échec qui est quand même un peu ancré dans nos veines, parce que comme tu l'as dit, t'apprends un nouveau sport, ou même au début de ton sport, ou même face à un adversaire,
tu vas te manger des murs, quoi. Et il faut se dire, genre, j'en ai rien à foutre, je me relève et c'est comme ça, en fait. Ouais. Et puis voilà, très haut niveau, ça reste un sport. Je reste humble là-dessus aussi. Ça reste un sport en France qui était plus pratiqué avant, mais qui reste peu pratiqué. Et voilà. Mais oui, j'ai joué en semi-pro. Et en fait, j'ai surtout commencé dans ce sport, pas tardivement, mais je dirais, je sais plus si c'était CM2 ou 6e. Mais donc, il y avait déjà dans mon équipe des gens qui étaient à la fois plus talentueux que moi naturellement et plus expérimentés. De 2, 3 ans, 4 ans. Et en fait, j'ai jamais été le meilleur, tu vois. En revanche, à la fin, alors j'étais plutôt en défense et les défenseurs ont une maturité plus tardive que les attaquants dans beaucoup de sports. Mais à la fin, je voyais que je rattrapais beaucoup de monde, quoi. J'ai arrêté à 18-19 ans. Mais je voyais que, en fait, à force de travail, voilà, et ce qui est drôle, c'est que ceux qui étaient les plus talentueux, ils t'envoient des sortes d'étoiles montantes qui, dès les premières difficultés, dès les premiers échecs, ils disparaissent, quoi, ils raccrochent. Ouais. Et ça, c'est presque... Alors, c'est presque frustrant parce que tu dis, putain, mais il était tellement bon, pourquoi il arrête? Mais en fait, voilà, il y a des gens qui supportent pas ça. Ouais, ils supportent pas l'échec. Non, mais écoute, très cool, très bonne définition. Aujourd'hui, du coup, on va parler, donc ça fait peut-être aussi une bonne transition, parce que vu que tu as passé ce palier de sportif et qu'à un moment donné, tu t'es orienté du coup plus vers une carrière pro qui n'était pas du coup liée au sport. Aujourd'hui, on va parler du coup de ta première start-up, ton premier échec du coup en start-up, qui finalement en fait découle sur un peu, on en parle en off, même si c'est pas forcément le bon terme, mais tout cet empire un peu comme tu disais que tu as réussi à construire au fil des années. Donc on a une mort assez lente, on va en parler après, puis une résurrection qui pareil est assez lente, mais qui fait que monter au fur et à mesure, comme une courbe d'apprentissage finalement. Ouais. Et c'est vrai que donc j'ai créé ma première boîte. L'idée, on s'est réunis en 2005, la création était mi-2006, le temps de lancer pas mal de choses. Elle s'appelle Citizenside, qui est une agence de presse, la première agence de presse qui recevait des photos et des vidéos d'amateurs qu'on vendait aux médias dans le monde entier. Et donc assez vite, on s'est mis à recevoir des photos et des vidéos, puis on les revendait à CNN, à Bild, à TF1, à France Télévisions, journaux, télé, sites internet, etc. Et assez rapidement aussi, on s'est rendu compte qu'on avait une super techno. Donc on s'est mis à la vendre en marque blanche. Alors, il faut voir que souvent, une boîte qui commence à vendre sa techno en marque blanche, c'est aussi souvent qu'elle n'a pas trouvé son modèle économique avant. Donc, elle va chercher un autre moyen de vendre en B2B une partie de son savoir. Mais là, on avait quand même un double effet qui se coule sur la marque blanche. C'est que, on avait un revenu récurrent qui venait parce qu'on louait une techno. Et 2, on avait un droit de regard et de revente sur tous les documents que recevaient nos clients, justement, aux États-Unis, en France, etc., pour pouvoir les revendre. Eux n'avaient pas le droit de revendre ces documents. Ils avaient le droit de les utiliser, mais ils n'avaient pas le droit de les revendre. Donc moi, j'avais le droit de les revendre. Donc ça marchait quand même pas mal. On a levé de l'argent auprès de l'agence France Presse, qui est pas du tout un VC, tu vois. Donc, ce qui a été probablement une erreur assez stratégique, en fait, ça semble super bien sur le papier parce que tu te dis attends, mais c'est évident. Et puis on avait aussi avec eux un parterre de VC qui était rentré, enfin en tout cas de business angel. Mais assez rapidement, en fait, on s'est rendu compte que l'agence France Presse, ça allait nous limiter sur pas mal de choses, notamment parce que quand on a eu des concurrents de l'AFP qui étaient intéressés pour nous racheter, eh bien, l'AFP avait un droit de sortie prioritaire, non, un droit de, comment on appelle ça, un tag along, un drag along, que je dise pas de bêtises, mais une clause qui leur permettait de racheter en priorité au prix qu'allait donner un potentiel acquéreur. Ouais. Donc, si quelqu'un te dit, je te rachète ta boîte 10 millions, ils vont dire, ah non, moi, 10 millions, je la prends. Donc ça veut dire que l'acquéreur, je sais pas, en l'occurrence à un moment, on peut en parler maintenant, ça fait longtemps, mais c'était Getty Images qui est un gros du secteur. Il y avait Corbis aussi qui appartenait à Bill Gates, qui s'intéressait un peu à nous. Ils disent, bah ouais, mais attends, sur ton pacte là, en fait, si jamais moi je fais le travail de due diligence et que je te fais donc de recherche de tout ça et que je te fais une offre de rachat, en fait, je vais faire le travail pour mon concurrent. Parce qu'eux, ils vont dire, ben non, je te rachète. Donc moi, j'y vais pas. Et donc, en fait, cette boîte
marché, mais tu vois, déjà faire une levée de fonds en 2007, c'était quand même un exploit. Donc on avait fait une belle levée de fonds, j'ai appris énormément de choses, en termes de techno, du UX, de design, c'était de la folie, et puis on parle de la préhistoire d'Internet, enfin j'exagère, c'est le début de l'histoire, la préhistoire c'est plutôt les années 90, début 2000, moi je suis arrivé un tout petit peu après. Mais... Et cette idée, tu l'as eu comment justement ? Comment vous avez eu cette idée de créer cette boîte-là ? Je l'ai eu en voyant apparaître des appareils photo sur les téléphones. Ce qui, à l'époque, semblait une sorte d'anormalité. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne pensaient pas que ça aurait de l'avenir, réellement. Et je me suis dit, mais attends, l'amateur va devenir à un moment le plus gros producteur de contenu. Parce que avant 2005, en fait, quand tu filmais avec une caméra ou quand tu appuyais sur un appareil photo, à chaque fois que tu appuyais, ça te coûtait. Ça te coûtait une cassette, ça te coûtait un développement, ça te coûtait... voilà. Là, tout d'un coup, c'est gratuit, puis en plus, tu peux l'uploader, le partager, etc. Enfin, il s'est passé un truc où, tu vois, là, donc, moi, je l'ai très tôt identifié. J'aurais été meilleur, j'aurais créé Dailymotion ou encore mieux YouTube, tu vois. Mais nous, je me suis dit, sachant que j'étais dans la presse déjà un peu, je me suis dit, attends, l'amateur va devenir le plus gros producteur d'images, donc ces images, pour certains, vont avoir une valeur. Moi, je vais devenir le broker au milieu qui va vendre ces images, les rassembler toutes, et cette marketplace où je vais pouvoir vendre des images avec des droits d'exploitation. T'avais quel âge à ce moment-là, toi, pardon ? J'avais 25 ans. 25. Et c'est un projet que j'ai bien refurbish d'ailleurs après, parce qu'une des boîtes sur laquelle on a levé au total plus de 20 millions d'euros quelques 10 ans plus tard, un autre rebond, tu vois, qui est arrivé plus tard, on pourra en reparler, mais c'est une boîte qui s'appelle Ocus, qui s'appelait WeFlash à l'origine, et en l'occurrence, on reçoit des photos d'amateurs. Non, pardon, pas d'amateurs. Là-dessus, on reçoit des photos de professionnels qui vont shooter des appartements pour Nexity, Century 21, etc. Des plats pour Uber Eats dans des restaurants. Donc vous les voyez probablement autour de vos restaurants chez Sunday, qui vont shooter des biens pour Airbnb, etc. dans le monde entier. Et nous, quand on a quitté cette boîte, on vendait entre 6 et 700, moi j'ai vendu mes parts là-dedans, mais entre 6 et 700 shootings par jour, tu vois, dans le monde. Donc c'était vraiment un gros succès. Une boîte qui est valorisée entre 50 et 60 millions d'euros, je pense, aujourd'hui. Et voilà, donc ça a été un refurbish de me dire, OK, dans les médias, gérer des communautés, recevoir des photos, ça marche bien. Les médias, c'est un milieu difficile parce qu'en fait, tu cherches à tout tirer vers le bas. Alors que dans des endroits où tu vas faire où la production d'images va améliorer tes ventes, comme l'immobilier, comme le e-commerce, comme plein d'autres choses, tu es prêt à investir là-dedans. Alors que dans les médias, tu tires vers le bas, dans les autres, tu tires vers le haut. Donc, on a réussi à tu vois, j'ai réécrit l'idée de la suite de Citizenside quelques années après. Et du coup, cette courbe lente, du coup, qui t'amène petit à petit à te dire, genre, merde, en fait, du coup, on a une idée, on s'y plaît au départ, on sent qu'il y a un carrefour, on essaie de saisir à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait que tu sens que t'es un peu sur le déclin, toi, en tout cas, psychologiquement, et que t'es plus en phase avec ce projet ? Tu te retrouves dans une boîte dans laquelle... donc moi j'avais 2 associés, je devais avoir 40%, eux 30 chacun. Je suis à peu près dans ces eaux-là, je crois que j'avais un peu plus, mais voilà. Et puis au fur et à mesure, tu fais rentrer un actionnaire qui lui prend, alors le pool au total, il devait prendre à peu près 40%. Donc toi, tu perds, mettons, 40% de tes 40%, donc il te reste en fait, tu vois, 4 x 4, 16 et 26, ouais, voilà. Et du coup, t'as en gros un quart de la boîte. Tu sens que sur certaines décisions, ton actionnaire le plus gros va te freiner sur certaines choses. Tu sens que en fait, elle va pas partir au plafond, cette boîte. Elle est, tu vois, et tu te dis, attends, j'y ai passé 5 ans de ma vie, j'ai appris pas mal de choses. J'étais techniquement le CEO, il y avait un président qui était Xavier Gouillou-Beauchamp, l'ancien patron de France Télévisions, un type que je respectais énormément, qui m'a appris beaucoup de choses. Et paix à son âme. Et en fait, mais j'avais pas, tu vois, les mains libres complètement. Je me sentais engoncé dans un truc où, même sur mes associés de l'époque, chacun avait son précaré, etc. Donc, il n'y avait pas vraiment de boss, il n'y avait pas vraiment de... Voilà, mais en revanche, on était quand même un peu freiné. Donc, tu vois, freiné par les actionnaires. Par les actionnaires. Vous n'étiez pas aligné sur les idées de développement, non, du coup. Et donc, du coup, à un moment, je me suis dit, bon, moi, je vois 2 options. Option 1,
je prends une direction vraiment très forte opérationnelle et vous me laissez vraiment agir comme je veux, prendre toutes les directions que je veux, et puis j'en assumerai, comme un vrai PDG, tu vois, j'en assumerai les conséquences, puis si vous voulez me virer, vous me virez, mais voilà. Donc on sort de ce constat qui est de dire, en fait, il y a une dilution trop grande des responsabilités, il y a plus vraiment de pilote dans l'avion, etc. Donc moi, je prends le rôle du pilote et je l'assume, ou option 2, je m'en vais. Et en revanche, je leur dis, moi, comme je resterai actionnaire assez important, si je m'en vais, je veux qu'il y ait un pilote. Si vous pensez que c'est pas moi, ce sera un autre. Et il se trouve qu'avec mes associés, et assez vite, j'ai senti qu'il n'y avait pas un petit constat d'échec et à la fois normal au bout de 5 ans, mais une envie que je devienne clairement le boss et voilà. Et donc du coup, sachant que j'aurais probablement changé pas mal de choses, y compris peut-être secouer, voire virer peut-être un de mes associés, ou enfin tu sais pas exactement ce qui se passe derrière, mais moi j'aurais eu besoin d'un vrai électrochoc, c'est ce que je voulais faire, tu vois. Donc j'étais prêt à faire ça. Et il se trouve qu'il n'y a pas eu un consensus que j'ai senti là-dedans. Donc je leur ai dit, écoutez, on est mi-2010. Je me souviens très bien de quand j'ai eu j'étais bloqué en Égypte à cause d'un volcan qui avait bloqué toute l'Europe, un volcan islandais avec un nuage de fumée qui faisait qu'on ne pouvait plus revenir en Europe. Et donc je suis resté presque 10 jours bloqué en Égypte. Et pendant ces 10 jours, c'était la première fois que j'étais pas hyper excité de rentrer au travail. Moi, je suis toujours hyper excité de rentrer au travail. Et je me disais, putain, il y a un truc qui colle pas, quoi. Et donc j'ai un peu analysé ce machin. Je me suis dit, tiens, je crois que tu arrives au bout du chemin, ou alors il faut changer la donne, quoi. Retourner la table. Et j'ai pas retourné la table, donc 6 mois après, je suis parti. Je leur avais dit, 1er janvier 2011, je suis plus là. Eux l'avaient bien pris. C'était quelque chose du coup. Ouais, en fait, je crois vous aviez parlé dans l'absolu. Et c'est pour ça, moi, j'avais quand même 6 mois entre le moment où j'ai annoncé le fait que je voulais que les choses changent et le moment où je partais. Donc, il n'y a rien eu pendant 6 mois. T'as dit, ok, maintenant j'acte. Non. C'est arrivé assez vite. C'est-à-dire qu'au bout de, moi, ce que je voulais pas, c'est juste les planter là-dessus. C'est dire, ok, tu vois, qu'on a passé l'été 2010. En septembre, moi, je voyais qu'il n'y avait pas de consensus. J'arrivais pas complètement à me réenchanter de ce truc, de dire je retourne la table pour un business dans lequel je sais même pas comment on va l'orienter, je sais même pas comment on va le financer, je sais même pas. Donc finalement, tu te dis bon, trop de questions. Ouais, on va remettre les compteurs à zéro plutôt que de retourner la table. Je vais repartir dans mon aventure à moi. Mais tu t'étais du coup donné quand même une deadline, ça on voit souvent, c'est aussi janvier. Important. Ouais, c'est ça. Tu t'étais dit à cette date-là. Donc ça, c'est la date où tu partais. Ouais. Mais ta décision, du coup, elle avait été prise du coup forcément avant. T'as dit que 6 mois avant, tu leur avais annoncé. Tu t'étais dit aussi dans ta tête à cette date. Ouais, à la fin de l'été. Et après, ciao. Exactement. À la fin de l'été, il y a une décision parce que je veux plus d'agonie. C'est ça. Parce que en fait, c'est important. Cette lente agonie, elle s'installe dans nos vies à tous très facilement. Ça peut être perso. Ça peut être des trucs où tu laisses des gens te faire souffrir sur des choses. Ça peut être des très proches, ça peut être tes parents, ça peut être ton conjoint, ça peut être des potes, ça peut être des choses où tu laisses des choses se détériorer petit à petit, où tu as un peu la flemme de retourner la table, où tu dis ça va s'arranger, mais ça s'arrange pas. Et en fait, je crois qu'il faut être capable, par moment, moi je suis aujourd'hui sur une approche qui est très tu vois, le thoughtful disagreement, donc le désaccord bien pensé, mais quand je suis pas d'accord avec un truc, je le dis, quoi. Et je crois que mes podcasts m'ont libéré la parole vachement, peut-être au fur et à mesure, un certain nombre d'échecs cumulés qui sont transformés en succès, mais qui font qu'à un moment j'assume plus de choses. Et en fait, quand les gens m'emmerdent, je leur dis. Quand des choses marchent pas, je le dis. Tu vois, juste avant, j'étais avec une associée dans un business et je lui dis assez clairement, je lui dis je trouve qu'on rentre peut-être dans cette langue d'agonie et il faut probablement secouer un truc parce que on trouve pas ce proof of concept, ce minimum value proposition, etc. Et donc voilà, je suis vraiment rentré dans cette approche depuis. Donc du coup, l'élément déclencheur, ça y est, là tu quittes la boîte, donc on a dit janvier 2011. Ouais. Le 11 janvier 2011, je crée ma boîte actuelle, qui était une SASU à l'époque, qui doit être aujourd'hui une EURL, parce que je l'ai transformée plusieurs fois, va savoir pourquoi, vagues histoires de comptables qui m'ont dit il faut faire ci, il faut faire ça, et puis tu changes, puis à chaque fois ça te coûte un bras, donc maintenant je m'en fous, c'est Stéphanie & Co, et qui était ma boîte à moi. Sans réel projet, on s'était dit avant. Tu partais en mode, bon, bah ça c'est fini, je vais retrouver un truc. Exactement, il fallait que j'ai un moyen de facturer.
Et c'est drôle parce que, en fait, c'était ma première boîte à moi. Donc là, tu as 30 piges. Ouais, exactement. Et 31. Et je me dis, c'est assez marrant et vertigineux, mais de te dire, en fait, tu deviens vraiment un adulte, un grown-up, tu vois, de l'entrepreneuriat en tout cas. Te dire, ok, là j'ai ma boîte. Et avec ça, je vais faire ce que je veux, tu vois. Et finalement, tu vas assez vite vers une survie, entre guillemets, hein, parce que bon, j'avais, tu vois, j'avais gagné quelques centaines de milliers d'euros sur des bouts de revente, etc., mais que j'avais tout réinvesti pour acheter un appart. Donc, t'avais pas de chôme dû à l'époque. J'avais pas de chômage, zéro. Ouais, donc ça. en fait, je vais pas dire que j'étais à poil, parce que ce serait mentir, dans le sens où j'avais un peu de patrimoine, mais j'avais pas de cash. J'avais vraiment pas de cash, tu vois. J'avais 10 000 balles peut-être, et 10 000 balles quand tu es dans ces cas-là, tu vois, ça va vite. Ça va vite, tu dépenses tous les mois, tu as un loyer, tu as un truc, tu vois, des remboursements d'emprunts, des choses comme ça, et puis voilà. Et j'avais pas, tu vois, 40, 50 000 euros de salaire prévu, voilà, donc il fallait que j'aille le chercher avec les dents, quoi. Et donc, je suis allé assez vite le chercher avec les dents. T'as mordu qui, du coup? J'ai mordu pas mal de monde. Je me suis embarqué dans plein de trucs en parallèle, en fait. J'ai commencé à faire du freelance, de vendre des jours hommes, du conseil. C'est un peu basique, mais voilà. Il se trouve qu'après 5-6 ans d'expérience dans le digital, quand tu te replaces en 2011, tu es quand même un vrai expert du digital. Donc voilà, après avoir aussi levé des fonds, accompagné des boîtes, etc. Moi, j'avais pas mal de boîtes qui arrivaient qui me disaient on veut faire un gros projet sur le digital, on va mettre 500 000 euros sur ce machin, etc. Moi, j'ai pas la langue dans ma poche, donc je leur disais non mais ça c'est de la merde. C'est de la merde. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Déjà, mets 10 000 euros là-dessus, on va tester ce machin, on va faire ça et puis on va voir. Et donc du coup, j'ai fait pas mal de missions pour France Télévisions, pour Libération, puisque je venais des médias, donc mon réseau venait aussi pas mal de cet univers, pour France TV Monde, donc c'est TV5, comment il s'appelle cette chaîne d'info, France Média Monde, tu vois, il y avait RFI et une chaîne télé, c'est pas bien, je pense que plus. Putain, je suis pas expert, mais en plus voilà, j'ai travaillé vraiment pour beaucoup de monde dans ces univers. Et il se trouve qu'en parallèle, j'avais 2 petites activités. Alors, une première qui était un héritage que j'avais un peu commencé avant de quitter Citizenside. Je commençais déjà à regarder un peu le e-commerce, c'était quand même un truc qui m'intéressait. Et j'avais fait un mariage, un enterrement de vie de garçon à Stockholm avec plein de potes. Et j'avais acheté des morph suits. Morph suits, c'est une compression de morphology suits, donc des costumes morphologiques. Et en fait, ce sont des déguisements en lycra intégraux. Donc tu enfiles ça comme une chaussette, y compris le visage, etc. Tu zippes derrière, du haut de la tête jusqu'au bas des fesses. Et on avait acheté 10 morph-suits, 9 noirs, 1 blanc pour le futur marié. Et on s'était baladé dans les rues de Stockholm. Et il se trouve qu'on avait fait des films et puis que ça avait fait un buzz sur Facebook. Et puis que, comme dans mon réseau, j'avais des gens de chez LCI et de plusieurs chaînes. Il y en a qui m'avaient dit est-ce que je peux les utiliser? Puis c'était passé à la télé, puis ça avait refait du buzz encore plus. Puis les mecs de Morphsuit m'avaient contacté en me disant ah super, est-ce qu'on peut t'offrir un Morphsuit? J'aurais dit non, moi je veux pas un Morphsuit, je veux la licence pour vendre en France et puis dans toute la francophonie. Mais alors ils m'ont dit on est en train de négocier déjà, etc. Je leur dis mais arrête de négocier, c'est moi qui vais le faire et c'est moi qui vais le faire bien et mieux. Et bon, j'ai été un peu, tu vois, pushy. Dedans, ouais. Et en fait, après 1 ou 2 semaines de silence, ils étaient revenus. Et puis il m'a dit vas-y go. Et donc du coup je m'étais mis à vendre ça et j'ai découvert à ce moment-là, tu vois, la publicité sur Facebook. J'ai été un tout premier à faire du self-serve en publicité en France sur Facebook, 2009-2010 je pense. Donc où en fait ce qui était magique avec ce produit, c'est que tu avais tes clients qui l'achetaient, qui envoyaient des photos sur les réseaux sociaux, qui taguaient éventuellement la marque, tu leur demandais si tu pouvais le réutiliser, ils te disaient oui, et tu le réutilisais en pub pour avoir un reach plus gros. En plus, c'était pas cher du tout, en disant voilà, et on t'essayait plein de pubs et de choses comme ça, et puis à la fin, en fait, ça grossissait, on faisait des ventes, mais pas... Enfin, c'était n'importe quoi. Et donc moi, je touchais
une royalty sur tous les costumes vendus sur les pays francophones, donc France, Suisse, Afrique, Belgique, etc., etc. Donc là, tu as remis le pied à l'étrier sur l'entrepreneuriat, tu avais ta petite action de freelance et finalement, tu avais aussi d'autres projets annexes qui ont fait que tu as repris goût. Et puis tout, en fait, j'ai jamais perdu le goût. Hein. Ça, c'est important. J'ai toujours été là-dessus assez guerrier, vaillant en tout cas sur le truc. Mais voilà, et tu vois, en quelques mois, quelques semaines, en fait, je voyais ces trucs de Morphsuit, je me disais tiens, c'est cool, mais bon, c'est pas à moi. Donc j'aimerais avoir mon produit à moi. Et puis avec un pote, on a eu une idée, on s'est mis à faire des bracelets qui s'appelaient les Relationship Bracelets, qui étaient des bracelets en silicone. Avec ton statut, donc si t'es rouge, c'était marqué married, si t'es vert, single, t'avais orange, it's complicated, t'avais je sais pas quoi, in an open relationship, t'en avais une dizaine au total comme ça, t'avais des bracelets selon ce que tu cherchais, donc dating, friendship, whatever I can get, tu vois, etc. Et donc le truc est assez drôle, et on s'est mis à en vendre plein, mais ça c'est pareil, t'apprends en fait, sur des périodes comme ça, des bûches là-dessus, je vais te dire... les échecs, tu vois, j'en ai fait des milliers parce que je commandais en Chine sur Alibaba, je faisais faire les trucs, il y avait des moules, c'était pas les bons, les bracelets, les premières versions sont dégueulasses, ça t'a coûté 2000 balles. Titer à chaque fois jusqu'à trouver au bon. Jusqu'à trouver, et à un moment tu trouves un truc super bien avec un truc qui t'a coûté vraiment cher, mais en fait qui est vraiment plus quali, des sachets quali, des tas de choses où finalement tu te mets à en vendre pas mal, puis il y a un Américain qui te dit je voudrais une licence, et puis en fait tu fais la licence, mais typiquement, ces trucs-là, on a gagné de l'argent à la fin, mais c'est des business vraiment, là où je te dis que tu apprends, pourris dans le sens où tu commences avec une première commande de 2000 € de bracelets, tu les vends assez vite, enfin tu te plantes, donc tu recommandes 2000 € de bracelets, tu les vends assez vite, et puis pour 2000 €, mettons que tu as, je sais pas, 10-15 000 € de bracelets, 10-15 000 bracelets, et puis après, t'en rachètes pour 5 000, puis après, t'en rachètes pour 10 000, puis après, voilà. Et à la fin, je crois que ma dernière commande, j'ai dû commander l'équivalent de 100 000 sachets. Donc, ça fait 500 000. Il y avait 5 bracelets par sachet, 500 000 bracelets. Parce qu'en fait, ça partait. À chaque fois, tu commandes plus gros. Et puis à un moment, t'as tes 500 000. Et puis, tu as tes 100 premiers 1000 qui partent, puis 50 000, ça commence à ralentir, puis 50 000, ça ralentit vraiment. Et puis, en fait, à la fin, tu te retrouves avec 250 000 bracelets sur les bras. Et en fait, sur ta dernière commande, tu n'as rien gagné, en fait. Tu as tout réinvesti. Ouais. Et sur la dernière commande, tu as gagné, je dis rien, mais tu as gagné 20 ou 30 000 €, alors que ça fait, tu vois, 6, 8, 10 mois que tu bosses comme un yinche sur un truc, et puis tu as plein de bracelets sur les bras. Et puis, en fait, c'est des trucs, ça part super fort, c'est des coûts, en fait. C'est ça. Et typiquement, là où les gens, je sais pas s'il y en a qui sont très forts là-dessus, mais typiquement, il faut réussir à s'arrêter à ton apogée. Quoi. C'est que moi, il aurait fallu que sur ma commande de 20 000 sachets, donc 100 000 bracelets, je dise je les vends et puis j'arrête. Tu vois mais c'est dur parce que tu as de la demande en fait. Totalement. Ouais, mais non, j'ai pris mon cash, salut, je passe à autre chose. Tu vois. Ça, j'ai pas été capable de le faire et c'est compliqué. Et pardon, mais en parallèle, juste pour l'autre, pour t'expliquer, tu vois, les petites aventures que tu fais, en fait. Je t'en filerai une tout à l'heure, mais il se trouve que comme je faisais pas mal de conseils aussi pour vivre au quotidien, parce que ça, c'est des projets, ça prend quand même du temps, de l'investissement. À chaque fois, tu dois mettre de l'argent pour commander ces bracelets, pour faire des campagnes de pub, etc. Voilà. Je continue à faire mes missions de conseil et je m'étais dit, là-dessus, je vais pas faire un site mathieustephanie.com parce que, tu vois, je vais pas essayer d'inventer une marque de conseil qui est devenue Cosa Vostra ensuite, mais voilà, je suis tout seul, donc je vais pas mentir, je vais juste me vendre moi-même. Qu'est-ce que je peux avoir comme objet ou comme truc qui peut faire que je suis inoubliable, entre guillemets. J'ai l'ironie, quoi. Et donc, je me suis dit, je veux faire la plus belle carte de visite en métal possible. La plus belle, pardon, j'ai donné la réponse, la plus belle carte de visite possible, en tout cas quelque chose d'inoubliable. Et donc je me suis fait des cartes de visite en métal. Et donc ça me coûtait cher, mais à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, t'avais un truc qui se créait. Fait waouh, quoi. Voilà. Et donc quelqu'un qui disait waouh, et puis limite il te la rendait. Je dis bah non, c'est ma carte, garde-la, tu vois. Il l'achetait pas, mon interlocuteur l'achetait pas, donc du coup la gardait. Et j'ai eu plein d'histoires de gens qui me disaient ah mais oui, j'ai vu ta carte de visite quelque part, etc., etc. Et donc en fait, ce truc a hyper bien marché. Et puis un jour, j'ai un de mes potes qui m'a dit, Benoît Raphaël, qui me dit ah tu me ferais bien, j'aimerais bien en avoir, etc. Donc je lui en fais. Et puis en lui en faisant,
je me prends un peu les pieds dans le tapis parce que je lui dis ça coûtera, je sais pas, $200 pour 100 cartes. Puis en fait, il y a la douane que j'avais oubliée. Je me payer $50. Puis je me dis, je vais pas faire le gratteur à lui demander, ah bah non, mais en fait, c'est 50 de plus. Il va se dire que je suis malhonnête, tu vois. Donc du coup, les 2-3 premières prods que j'ai faites comme ça, à chaque fois, ça me coûtait de ma poche, tu vois. Je me dis, bon, c'est pas cool, tu vois. Je fais non seulement, ça me saoule, mais en plus. Le business pas rentable. Et du coup, je me suis dit, je crois que c'était donc presque 18 mois après, tu vois. Ça devait être en 2012, je sais pas si c'était, non, c'est peut-être l'été 2011. Ma femme bossait, moi j'avais pas de mission de conseil, tu vois, j'allais pas me prendre des vacances, voilà, et je me suis dit je vais faire un site, ça s'appelait Iron Cards, et je vais créer le leader mondial de la carte de visite en métal. Et en fait, en faisant ça, t'apprends quoi ? Alors déjà, je vais revenir quand même sur un très très bel échec, c'est qu'un des premiers pour qui j'ai fait des cartes de visite en métal après moi était mon beau-père. Et je voulais lui en offrir parce que je savais qu'il kiffait le truc. Et en fait, j'ai envoyé toutes les tailles, ce que je voulais, etc. Et puis je reçois, ça prenait 2-3 semaines, je reçois ces cartes qui viennent de Chine aussi, empreinte carbone dégueulasse, c'est aussi un truc que j'ai voulu arrêter assez vite après. Et là, ces cartes, elles faisaient 1/10 des cartes que je voulais. Et en fait, j'avais dû marquer millimètres au lieu de centimètres. Et là, j'appelle le prod. Voilà, c'est ça. Et je lui dis, non mais tu c'est quoi ce bordel et tout. Il me dit, regarde, c'est des millimètres. T'as pas des zips. Et là, tu fais, non mais tu te fous de ma gueule. Non, t'as pas des zips, t'as des millimètres. Et là, tu fais, non, putain. Et donc, t'apprends aussi là-dessus. C'est-à-dire que, par exemple, là, tu revérifies tout. Parce que la culture chinoise ou asiatique au moins, mais chinoise, ils sont fair, ils sont justes. C'est-à-dire que t'as pas de zip, t'as pas de zip. Ouais, c'est ça. T'as 10 millimètres, t'as des millimètres. En revanche, si jamais c'est eux qui se plantent et que ta demande était claire, ils ne te demandent pas de repayer. Ils te renvoient le truc intégralement. Et ça, c'est arrivé même sur des grosses commandes. Voilà. Et donc, du coup, j'ai eu pas mal d'embûches sur le chemin. Mais à un moment, je me suis dit, OK, je vais faire ce truc Iron Cards. J'ai fait mon site moi-même. Il était dégueu. Mais il avait le mérite d'être en UX, de fonctionner, etc. J'ai fait mon SEO de manière vraiment comme un besogneux, avec plein de choses qui faisaient que quand tu tapais carte de visite originale, architecte, carte de visite originale, bijoutier, carte de visite bijoutier, carte de visite originale, enfin tout ça, j'écrivais. Après, j'ai eu des stagiaires qui écrivaient, mais tous les jours. Et en fait, j'avais un mapping, ce qui faisait qu'à la fin, j'avais une redirection de ouf, des visites de ouf, etc. J'ai fait, et à chaque fois, dans tous ces projets, je te passe, mais je faisais de la presse, des pillards, j'arrivais toujours à intéresser un peu les gens autour de moi. Et en fait, à la fin, tu te retrouves finalement tout seul, expert SEO, expert Google Ads, expert Facebook Ads, expert UX, design, expert prod à l'autre bout du monde. Enfin, en fait, c'est une sorte d'université grandeur nature, tu vois. Et en plus, en gagnant de l'argent, parce qu'un truc comme Iron Cards, tu vois, le modèle était assez simple, mais une carte, je dirais, livrée en France et dédouanée devait me coûter à peu près... entre $1, $1.50, un peu moins $1.50, je pense. Et je la vendais 5 € pièce. Et en fait, y a des moments où tu vendais, je sais pas moi, 10 000 cartes par mois, tu vois, enfin, ça arrivait. Donc en fait, il y a des moments où tu en vendais 1000, où tu gagnais pas grand-chose, mais il y a des moments où vraiment, je faisais des gros mois, en fait. Et tu étais solo dans le business. Et j'étais solo dans le business. Donc elle est belle l'histoire. Ouais, elle est belle l'histoire. En revanche, un truc terrible là-dedans, c'est que c'est chiant comme la mort. C'est-à-dire que, tu vois, des business de e-commerce, quand tu as de la traction et ça se met à marcher, en fait, on dit que tu ships, quoi. Donc, tu envoies des produits, tu ships. Toi, ça part, ça délivre dans tous les sens. Toi, tu as du stock ou, encore mieux, tu n'as pas de stock et tu as un produit digital. Et là, c'est le rêve absolu. Mais là, en fait, à chaque vente, j'avais en face un client et le premier panier, c'était 500 €, puisque c'était 100 cartes à 5 € pièce. Est un client qui va te dire je veux faire des cartes de visite, je suis prêt à payer 5 € pièce, je vais payer 500 € mais 100 cartes, et il est exigeant et il a raison et il a le droit, tu vois.
Et toi, tu es là en face et en fait, tu dois être aux petits oignons parce que tu vends une sorte de produit un peu de luxe. Clairement. Sur un truc où en fait, pour une prod, tu vas gagner. Alors, je dis ça te coûte 100, mais tu as quand même une créa, un graphiste qui faisait la créa, ça me coûtait 100. Donc en fait, pour 200 balles, tu vas avoir un truc où tu es là. Oui, bonjour monsieur, très bien. Enfin bon, voilà. Donc, et au bout d'un moment, en fait, limite à chaque vente, sauf les très grosses, mais ça me saoulait en fait. Ah oui. Parce que tu te dis, en fait, je rentre, alors tu fais après bosser des gens, mais du coup, tu baisses complètement ta marge. La marge, c'est plus la même. Ouais. Et donc, assez vite, je l'ai revendu. En tout cas, il se trouve que ce projet, je l'ai apporté dans ce qui est devenu Cosa Vostra. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, tout ce que je viens de te raconter, c'était les prémices de Cosa Vostra, l'agence digitale que je dirige, que j'ai cofondée ensuite, dans laquelle, en fait, j'ai fait rentrer quelques personnes. Donc du coup, on voit que c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est un cheminement vraiment progressif, plein d'apprentissages au cours qui permettent après derrière d'être une personne établie et un entrepreneur établi derrière. Pour finir un peu sur cette petite interview, c'est quoi en gros les 2-3 conseils clés que tu donnerais justement à des entrepreneurs qui justement sont là, qui veulent se lancer ou qui se pètent la gueule, qui sont en plein dans leur courbe aussi comme toi, là, ascendante où ça se passe pas, c'est une petite mort lente. C'est quoi les 2-3 conseils hyper punchy pour dire mec, réveille-toi, ça va se passer? Alors déjà très clairement d'en prendre conscience, quoi. Et à un moment, je veux dire, si t'es entrepreneur et que le matin t'as pas envie de te lever et de faire les choses, change les choses, quoi. Parce que au moins le luxe qu'on a. Et d'ailleurs, si tu l'es pas, aussi, il y a des gens qui nous écoutent qui sont pas entrepreneurs, mais que dans ta vie, on est tous entrepreneurs de notre vie, quoi. Mais si vous êtes dans un job ou dans un truc où vous dites fait chier. Alors, faut pas être trop réactif là-dessus. C'est-à-dire que c'est pas un fait chier au bout de 3 jours, quoi. Je veux dire, ça peut être 2 mois, 3 mois, mais au bout d'un moment, déjà, dans votre job ou dans votre situation, essayez de changer des choses, tu vois. Moi, je suis pas un quitter non plus. Je veux dire, dans un couple, ça fait presque 20 ans que je suis avec ma femme, j'aurais pu divorcer 40 fois, si à la moindre épreuve, j'avais décidé de me barrer, tu vois. Donc, faut pas être dans cette démarche non plus. Mais en revanche, il y a un moment où quand le truc et cette langue antagonique, tu as essayé de changer les choses à fond parce que tu as envie de changer les choses et que ça marche pas, et ben même si c'est dur, tu arrêtes, quoi. Et ça, c'est dur parce que arrêter une entreprise que tu as commencé, t'as pas envie. Mais il y a une chose qui vaut plus que tout dans notre vie, c'est le temps, quoi. Le temps, ça se rachète pas. C'est une des seules choses où n'importe quel milliardaire, multimilliardaire, je pense que Warren Buffett, s'il pouvait donner 99,9% de sa fortune contre 20 ans de vie en plus, je pense qu'il le ferait, tu vois. Et je pense que la plupart, voilà. Et souvent, on s'en rend compte trop tard de ça. Donc voilà, l'idée c'est plus de se dire ok, je me rends compte et je suis conscient de ce qui se passe, je fais des choses pour que ça change, et si ça change pas, je romps, quoi. Et voilà, une sorte d'électrochoc. Ça pour moi c'est vraiment la première chose à faire, d'être conscient, d'en parler et de se bouger là-dessus. D'autres conseils. Alors, est-ce que c'est moins lié à l'échec, mais une des choses que j'aurais peut-être fait plus tôt pour des entrepreneurs, c'est parce que par la suite, on a fait beaucoup d'autres choses. J'ai lancé des podcasts, j'ai fait. Et une des choses que j'aurais bien fait plus tôt si j'y avais pensé, si on m'avait conseillé, c'est acheter des bureaux. Petits trucs, mais même quand tu commences, te dire en fait, je vais acheter. Je dis une connerie, mais 20 mètres carrés ou 30 mètres carrés. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand ton business grossit, tu vas potentiellement les revendre, ou si tu y arrives, les garder, tes anciens bureaux. Tu vas avoir un premier bureau de 20-30 mètres carrés, un deuxième bureau de 50-60 mètres carrés, puis un troisième, etc. Et il y a plein d'effets là-dessus. Il y a déjà le fait que ton patrimoine, en fait, quand tu es entrepreneur, il est totalement insécure. Donc, si tu arrives à dédoubler ce truc-là par des emprunts et du mobilier brick and mortar bien dur, et ça fait que tu doubles ton patrimoine potentiellement. Donc, tu vas vraiment avoir... Il y a plein de gens, en fait, dans l'habillement, dans plein d'univers où, en fait, leur fortune vient de l'immobilier plutôt que de leur business réel, quoi. Donc, ça assoit tes bases. Et voilà. Et après, surtout, en termes d'enrichissement potentiellement, à la fin, t'en arrives à... Nous, aujourd'hui, on doit payer mensuellement l'équivalent de... peut-être, je dis pas de conneries, mais peut-être plus de 40 000 euros de loyer, tu vois, sur tout le groupe, largement, je pense même, entre 40 et 50.
Or, en perso, tu payes jamais autant de loyer. Donc, impossible. Voilà. Ou alors, tu es très très riche. Voilà, mais généralement, tu veux plutôt t'acheter ton truc. Mais, donc, ce que je veux dire, c'est que plutôt que de payer ces 40 ou 50 000 à une foncière qui détient tes bureaux, les payer à toi-même, ça change la donne, en fait. Même le principe d'acheter sa maison, son appart. Exactement. Sauf que ta maison, ton appart, tu peux pas aller au-delà de 5 000. Exactement. Et quand tu es tout seul ou même à deux et que tu fais le calcul, en fait, tu dis, ça fait à la fin peut-être 20, 30, 40. C'est comme ça que Drahi s'est retrouvé, tu vois, avec SFR. Ils ont un bureau cadran qui est au sud de Paris, près du ministère des Armées. Je crois qu'ils l'ont vendu quelque chose comme 700-800 millions, tu vois, ce truc. Ah ouais. Et en fait, pareil, tu vois, entre l'achat et la vente, c'est des trucs, tu vas prendre une opération, tu vas prendre quelques centaines de millions, tu vois. Donc voilà, potentiellement faire ça assez tôt, à une seule condition, c'est de bien acheter tes bureaux comme chez toi. Trop cool. Bah écoute, sacrée histoire, Mathieu. On n'a pas fini, il nous reste un petit moment. On a encore les questions pour la mention. Question pour la mention. Avec la première question, c'est quoi pour toi les 3 plus grandes vertus à avoir dans la vie ? J'ai eu ce débat hier soir encore où quelqu'un me disait oui, le courage, je sais pas, mais pour moi c'est vraiment, je pense que le courage c'est quelque chose de très important. Tu vois, le courage de partir, le courage de faire face à l'échec, le courage de quitter quelque chose, le courage de virer quelqu'un, le courage de recruter quelqu'un, parce que aussi c'est pas toujours facile, t'as pas les moyens, t'as pas, voilà. Pour moi, ça c'est quelque chose de très très important et qui est souvent un peu sous-valorisé. Je dirais aussi, j'allais dire la fidélité ou la. Elle est pute cette question, je sais. Hein. Non, mais elle est dure. Faut non, choisir mais 3, c'est tu l'enfer. vois, finalement, ce qui est intéressant, c'est que donc Cosa Vostra, qui est notre agence digitale aujourd'hui, a un nom qui est très connoté mafia, tu vois, Cosa Nostra, Cosa Vostra, et en fait, récemment, un peu sans réécrire l'histoire, je crois que j'ai revu et pourquoi je suis autant fasciné par ces univers mafieux. C'est la loyauté. Ouais, c'est ça. Je cherchais fidélité, mais la loyauté, je pense que c'est quelque chose de très. Moi, tu peux me faire une crasse, tu peux me planter le couteau dans le dos une fois, quoi. Et moi, je donne ma confiance a priori. J'ai pas de problème avec ça. Je donne ma confiance tout de suite, sans problème, mais une fois. Ouais. Enfin, je veux dire, voilà, et ça, je l'ai appris dans mon tout premier job. C'était un des mantras, c'est en fait, tu peux te faire trahir une fois, c'est ok. 2 fois, c'est que t'es un gros con. Tu vois, en gros. On peut trahir 1000 fois. Une fois 1000. Non, 1000 personnes. C'est ça. Et donc, voilà, j'ai fait vraiment. Je continue. Voilà, la loyauté, c'est quelque chose de très, très, très important dans le business. Et tu te serres la main et tu dis quelque chose et tu le respectes. Et c'est pareil, c'est pas si évident que ça. Et je pense que c'est. Quelque chose qui se perd. Et là, je parle pas de vieux cons générationnels, c'est plus systémique. C'est même, c'est pas les jeunes versus les vieux, c'est aussi les Américains versus, tu vois, la légalisation à outrance de plein de choses. Si c'est pas écrit dans un contrat, si c'est pas, moi, je suis un gros fan des gentleman agreements où tu vas signer un truc qui fait ouais, tu peux te serrer la main, mais ou sinon de signer des choses qui font 2 pages en fait, dans lesquelles tu as l'essentiel du deal. D'accord. Et puis voilà. Et voilà. Et troisième, la passion, je pense, l'amour aussi, mais la passion, c'est vraiment un truc lié aussi au kiff et à tout ça. C'est que moi, je fais des choses qui m'éclatent. Ce qui fait que tous les jours, je suis content d'aller travailler. J'ai des enfants qui m'éclatent. Je suis content de rentrer chez moi. Enfin, tu vois, je suis dans une forme d'exaltation permanente. Je me donne ces moyens. Mais encore une fois, la vie est trop courte pour tu vois, il y a plein de gens qui se retrouvent, mais même dans des méga startups qui se retrouvent, des scale-up enfermés dans des trucs dans lesquels tu as du méga stress, des tas de choses et qui peuvent être malheureux. Et moi, je veux pas être malheureux, quoi. Je suis désolé, c'est un gros cliché, mais je me bats contre ça. Et je me force pas à être heureux, mais je me force à te mettre dans les conditions pour. Exactement. Et tu vois,
je sais qu'il y a des gros débats sur le fait de se dire, j'ai eu des invités qui me disaient, moi, tu vois, un des exercices que j'aime faire, c'est me regarder le matin et me faire un grand sourire, tu vois, dans la glace. Il y a plein de gens qui se disent, voilà, mais tu vois, si moi je dois pousser ce truc un peu plus loin, j'enregistre beaucoup de podcasts, j'en enregistre une dizaine par mois au total, plus des podcasts dans lesquels, ou des audios ou des contenus dans lesquels je suis invité. Et moi, j'ai un rôle là-dessus, tu vois, je joue pas une personne, je reste moi-même, mais moi, j'essaie d'avoir ce rôle d'étincelle de quelqu'un qui peut encourager, aider, accompagner des gens à se lancer grâce à mes invités, grâce à à prendre leur vie en main, leur destin en main. Et pour ça, je dois quand même être en forme, tu vois, exalté, à donf, etc. Et donc, il y a un truc où tout ça s'auto-valide et réalise, c'est que à un moment, en fait, sans jouer un personnage, mais quand je m'exalte pour ces choses et que je me motive à me dire, à la fin, je suis plus heureux, tu vois. Moi, j'ai adoré le confinement, le premier, parce que je me suis retrouvé dans une mission qui était d'accompagner à l'époque 50-60 employés tous les jours et de leur dire avec un sourire et un tambour qu'on est là, qu'on lâche rien, qu'on attend beaucoup de choses d'eux, qui sont importants, qu'on les aime, que voilà. Et en fait, cette espèce de... Tu vois, j'ai jamais senti autant ma mission de chef d'entreprise et l'importance que je pouvais avoir. Que pendant le Covid. Ouais, et pendant un moment où en fait on avait des réunions quotidiennes qui n'étaient pas obligatoires, dans lesquelles presque tout le monde venait tous les jours, tu vois. Parce qu'en fait, un sentiment d'appartenance aussi et de... Mais parce qu'on a, je pense, eu ces valeurs courage, ces valeurs de, tu vois, de loyauté, de compréhension, de bienveillance, d'altruisme qui étaient là. Et en fait, à la fin, on a fait 50% de croissance, et tu vois, comme quoi. Et je faisais pas ça pour ça, honnêtement. Je faisais, mais le bien-être de tout le monde faisait, et cette culture-là faisait que tu débloquais aussi. Et d'ailleurs, à la fin, ça a été très difficile parce qu'un an après, tu vois. Le bien-être était plus là parce qu'en fait on a tellement été victime de ce truc-là qu'on a eu des burn-out et des tas de gens qui étaient cramés. Et puis un jour, une de nos employés qui nous a dit, on va parler de l'éléphant dans la pièce là parce que ça turbine trop. Et en fait on était parti dans une telle dynamique que le truc a failli exploser en plein vol, tu vois. Et pareil, là on est passé border échec, tu vois. Je pense que non, on n'est pas passé border échec, on a passé d'ailleurs le stade de l'échec. Avoir des employés qui font un burn-out, je vais te dire, moi c'était la première fois, c'est arrivé en 2021, c'était la première fois depuis 2005 que ça m'est arrivé, et on en a eu plusieurs en quelques mois, et c'est terrible. Je veux dire, c'est terrible. C'est quand tu es à la tête d'un business comme ça, te dire en fait ces gens sont cramés de ma faute. Ma faute, c'est pas qu'on les pressurise, hein, c'est qu'ils se pressurisent eux-mêmes. Et puis voilà, j'ai voulu battre ce tambour, puis je l'ai battu trop fort, et puis j'ai pas fait attention, et puis notre organisation a fait que personne m'a remonté le truc, et je l'ai pas vu derrière cette visio, etc. Et puis c'est un échec très fort. Ouais. Courage, loyauté, passion. Top. Prochaine question, Mathieu. Est-ce qu'il y a un bouquin, un podcast peut-être, un film, une série, un truc qui t'a marqué, qui a marqué un peu ta vie et que tu aimerais partager ? J'en ai évidemment plein, et des podcasts, et des bouquins, et des films. Je recommanderais vraiment de lire Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Tu l'as lu ? Ok, alors il y a longtemps, ouais. Il y a très longtemps. Moi, je l'ai un peu pris au hasard comme ça sur mon Kindle, et je t'avoue que je m'attendais pas à prendre une telle claque. Donc, ouais. Comte de Monte Cristo. Ouais. Trop stylé. Écoute, ça va me donner envie de le relire, parce que ça doit faire au moins 10 piges que j'ai pas lu ça. Dernière question, Mathieu, c'est quoi ton prochain objectif ? Mon prochain objectif, c'est j'en ai deux. J'en ai un qui est un semi-Ironman qui est mal embarqué parce que j'ai encore un de mes potes qui m'a dit là, c'est dans 2 mois, et honnêtement, je suis à la ramasse, je suis en carafe. J'ai mon cours de natation dans 1h30, et ça, j'y serai, mais en vélo, je suis pas bien. Il va falloir que j'y arrive parce que là, voilà. Et puis je me suis engagé auprès de ma communauté à le faire. Donc, là, tu t'es foutu dos au mur. Je me suis foutu dos au mur, voilà.
j'avais pris une belle dynamique à Noël et puis là, dans mes vacances, grippe, tout ça. Bon, non, mon vrai objectif pro est un objectif de lancer une plateforme, une marketplace qui s'appelle Alvo. Pour l'instant, ça pourrait changer. Et qui est un alvo.market pour ceux qui écoutent et qui, si jamais ça fonctionne, en tout cas on fera au moins une redirection, qui a pour objectif d'être la plateforme où tu vas vendre et acheter des business. Donc la difficulté, moi je te disais que j'étais bien sur le 0 to 1, mais il y a beaucoup de gens qui sont soit entrepreneurs, soit salariés, et qui sont meilleurs managers et qui sont meilleurs sur le 1 to infinity, tu vois. Et aujourd'hui, acheter un business, c'est compliqué. On n'a pas d'endroit où on les trouve bien. Je trouve que ce marché est cassé. Et moi, je voudrais c'est une idée que j'ai depuis longtemps et on travaille vraiment dessus. Hein. Là, on a un ou deux business à vendre et voilà. Je voudrais réparer ce marché. Ce qu'on appelle la fusion-acquisition dans des small caps, donc des entreprises plutôt qui valent entre, on va dire, 50 000 et 10 millions d'euros, quoi. Okay. Voilà. Et donc, sur Alvo, on va résoudre ce problème. Eh ben écoute, c'est tout le mal qu'on souhaite. On va suivre ça de près. Voilà. Petit rituel de fin, Mathieu, avant qu'on se quitte. Est-ce que tu arrives à nous résumer tout ce qu'on s'est dit ? On est resté plus longtemps que prévu, finalement. On est resté au moins 3/4 d'heure. Est-ce que tu arrives à résumer un peu tout ça en une grosse punchline de fin, une grosse phrase clap de fin, quoi ? N'ayez pas peur. Ben voilà, on n'a pas peur. Trop bien. Merci Mathieu, c'était un vrai gros plaisir d'être là. Merci pour ton temps, merci pour ces belles histoires. C'est symboliquement, même si l'on l'enregistre un peu en avance, c'est le dernier épisode pour moi aussi de mon podcast. On arrive au 50e avec toi. La boucle est bouclée, ce que je t'avais dit le message, le daron du podcast sur le mien. Je me dis c'est bon, ça fait plus de 2 ans et demi que je fais ça. Je suis content, le projet, on vague vers de nouveaux horizons. Très bien. Donc un grand plaisir, un grand merci. Eh ben merci, puis tu fais ça très bien et je me demande pourquoi t'arrêtes, mais bon c'est un autre sujet, tu vas en parler après. En tout cas, à ceux qui écoutent, abonnez-vous quand même et puis partagez cet épisode et puis ceux d'avant du coup, si vous les écoutez. Il y en a 49 autres. Et puis abonnez-vous à Génération du Turcel fait la martingale. Avec grand plaisir. Merci Mathieu. Merci Enzo. Ciao. Une fois n'est pas coutume, ça me fait super plaisir que tu aies écouté l'épisode. Merci beaucoup pour le soutien. Comme d'hab, si c'est pas déjà fait, tu peux me permettre de faire connaître le podcast avec 2 actions super importantes. La première, c'est de mettre une note et un avis sur Apple Podcast, comme tu sais. Et la deuxième, c'est d'en parler autour de toi, bien évidemment. Tu peux également t'abonner à la page Instagram Phoenix Podcast et me suivre aussi sur LinkedIn. Je réponds toujours aux messages avec grand plaisir, même si j'avoue que je suis pas toujours hyper actif. Enfin, j'interviens dans les écoles et les entreprises pour réapprendre la notion d'échec. En gros, plus vulgairement, je mets des coups de pied au cul, mais avec sourire et bienveillance. Donc n'hésite pas à me joindre si tu veux que je te mette aussi un shoot de motivation au bureau. Je te dis à très vite pour encore plus d'échecs et encore plus de kiff.